Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Scott Ritter, ancien marine américain, analyste du renseignement et inspecteur des armements des Nations Unies. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous voyons maintenant que les États-Unis ont publié une nouvelle stratégie de sécurité nationale, ce qui a surpris la plupart des gens, surtout en Europe. Cependant, vous aviez plus ou moins prédit que les États-Unis prendraient cette direction il y a environ 8 mois. Comment interprétez-vous cette nouvelle stratégie de sécurité? Eh bien, je veux dire, c'est exactement ce que Donald Trump avait dit qu'il allait faire. Il ne faut pas être un génie pour revenir en arrière et l'écouter. L'écouter pendant la campagne, l'écouter parler de ses priorités. Vous avez raison. En avril dernier, j'ai parlé de cette question et j'ai dit que la priorité numéro 1 des États-Unis serait la forteresse Amérique, afin de sécuriser l'hémisphère occidental pour l'Amérique. J'ai dit que le front le plus important ensuite serait la Chine, pour réaffecter les ressources qui ne seraient pas consacrées à la sécurité de l'hémisphère occidental vers le Pacifique, afin de tenir tête à la Chine là-bas, et que les États-Unis réduiraient l'importance de leur engagement militaire à la fois en Europe et au Moyen-Orient. Vous savez, je n'ai pas inventé tout cela de nulle part. Il s'agissait simplement d'évaluer les déclarations faites par l'administration Trump. Et vous savez, nous en sommes maintenant, bon sang quoi, à 10 mois de la présidence Trump. Et certains schémas commencent à apparaître. Parce que vous savez, regardez, vous avez un esprit analytique, je le sais, je vous suis, je vous écoute. Et si vous avez un esprit analytique, l'administration Trump doit être l'une des entités les plus frustrantes à suivre et à évaluer. Si vous faites une analyse à court terme, ils partent dans tous les sens. Un jour, ils disent ceci, le lendemain, ils disent autre chose. Ils le répètent, puis se contredisent à nouveau. C'est très frustrant. Mais lorsque vous examinez ces points de données au fil du temps, vous constatez qu'ils indiquent inexorablement la direction que Trump dit vouloir suivre. C'est simplement qu'il ne va pas directement de A à Z. Il passe par tous les chemins possibles. Et c'est difficile. Mais si l'on évalue Trump sur le long terme, tout ce qu'il a dit vouloir accomplir, les orientations qu'il voulait prendre, c'est bien dans cette direction qu'il avance. Le document sur la stratégie de sécurité nationale reflète cette réalité. Gardez également à l'esprit qu'il a chargé son équipe de sécurité nationale de produire ce document dès le mois d'avril. Ainsi, les directives données pour sa rédaction sont restées cohérentes et il n'est donc pas surprenant que le document dise ce qu'il dit. Eh bien, je me dis que si l'on reconnaît que le monde est passé de l'unipolarité à la multipolarité et qu'il faut établir des priorités géographiques, cela a beaucoup de sens. Autrement dit, la première priorité est de consolider sa propre hémisphère, l'hémisphère occidental. Ensuite, bien sûr, il faut affronter le principal adversaire, qui se trouve en Asie, principalement la Chine. Et si l'on se tourne vers ces régions, on se détourne de l'Europe, qui finit par être désavantagée. Donc, beaucoup de choses sont logiques. Mais il y a aussi une forte attention portée à l'idéologie. Comment comprendre cela? Ou pour être plus précis, ils appellent à réduire le rôle de l'idéologie. Vous savez, lorsque l'on examine l'évaluation de l'administration Trump au fil du temps, il faut revenir au dernier document sur la stratégie de sécurité nationale publié par l'administration Biden. Dans ce document, ils construisent une vision du monde fondée sur la défense de l'ordre international, fondée sur des règles. C'était le mantra sacré de tout ce qui est américain. Et de là découlait la défense de la démocratie. La démocratie américaine imposée à d'autres nations,
comme norme d'excellence. Donald Trump a prononcé un certain nombre de discours très révélateurs pendant sa campagne, dans lesquels il a rejeté l'ordre international fondé sur des règles. Il a également rejeté l'idée que l'Amérique ait le droit de dicter les résultats à d'autres nations sur la base des principes et des valeurs américains, et ainsi de suite. Il a dit que la place des valeurs américaines était dit. C'est là que nous devons les défendre, chez nous. Vous savez, si nous ne devrions pas les projeter au-delà de nos frontières, alors que nous ne les avons pas pleinement défendus chez nous, c'est un peu hypocrite. Souvenez-vous d'une des réponses qu'il a données à une question sur Poutine en tant que tueur. Il a dit, eh bien, nous avons tué beaucoup de gens aussi. Une réponse très pragmatique et réaliste. Je dirais qu'il ne devrait surprendre personne que Trump, lorsqu'il évalue le monde dans lequel nous vivons, s'intéresse davantage aux aspects pratiques, les relations économiques, les endroits où nous investissons notre argent, les raisons pour lesquelles nous investissons de l'argent à certains endroits. Et vous savez, il y a une différence entre dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce que Trump dit ne pas être notre rôle, et leur donner de l'argent. Trump dit quelque chose comme « Je vais vous donner de l'argent si vous vous alignez avec nous, si vous êtes de notre côté, si vous faites ce que nous voulons, si vous croyez en ce en quoi nous croyons. Alors vous pouvez obtenir de l'argent. » En ce qui concerne l'Europe en ce moment, prenons, disons, une analogie simpliste, mais utilisons-la quand même, ou une manière simpliste de l'expliquer. L'OTAN prétend être entièrement tournée vers l'Amérique. Mon Dieu, le secrétaire général de l'OTAN se met en quatre pour louer l'Amérique et le rôle que celle-ci joue, le rôle de leader, surtout quand nous disons à l'OTAN combien d'argent elle doit dépenser, qu'elle doit dépenser cet argent parce que papa l'a dit. Bon, ça, c'est une façon de voir. Ensuite, il y a l'Union européenne, qui est aussi anti-américaine que le jour est long. Soyons honnêtes à ce sujet. Je peux parcourir toutes les déclarations de l'Union européenne. Elles sont anti-américaines, fondamentalement anti-américaines. Et c'est pas seulement qu'elles se présentent comme un concurrent mondial des États-Unis. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment tout simplement pas. Ils nous rabaissent. J'ai lu leurs textes. Tu sais que c'est vrai. Va sur les pages web de n'importe lequel de ces parlementaires européens qui arborent le drapeau bleu aux étoiles dorées et se posent en équivalents moraux, voire supérieurs, des États-Unis d'Amérique. Ils détestent les États-Unis d'Amérique et méprisent les Américains. Nous ne leur sommes utiles que lorsque nous faisons ce qu'ils veulent que nous fassions. Mais, tu sais, parfois ils ne nous aiment pas pour une raison. Je veux dire, l'Amérique est une puissance guerrière et une nation belliciste. Oui, coupable comme accusé. Mais alors, ne prétendez pas être nos amis lorsque vous portez votre chapeau de l'OTAN, car les mêmes personnes qui nous condamnent lorsqu'elles portent leur chapeau de l'UNOMER sont celles qui nous accueillent à bras ouverts lorsqu'elles portent leur chapeau de l'OTAN. C'est une incohérence fondamentale dont l'administration Trump est lasse. Et l'autre chose, c'est que lorsque nous nous asseyons avec l'Europe et que nous essayons de dire, vous savez, avec qui voulons-nous nous aligner? Nous ne voulons pas nous aligner avec des gens qui, premièrement, nous dénigrent. Si vous n'aimez pas l'Amérique, devinez quoi? Nous non plus, nous ne vous aimons pas. Donc, vous savez, chacun suivra sa propre voie. Mais l'autre chose, c'est que si vous agissez d'une manière contraire aux valeurs fondamentales américaines, vous ne devriez pas non plus vous attendre à ce que nous vous accueillions. Et la liberté d'expression est une valeur fondamentale américaine. Et ça n'est certainement pas pratiqué en Europe aujourd'hui, dans de nombreux endroits. L'ingérence dans les élections. Allez, vous les Européens, réveillez-vous. C'est Donald Trump. Il croit fermement que l'élection de 2020 lui a été volée. Il sait absolument que les démocrates ont cherché à saper sa candidature en 2016.
Très bien. Et maintenant vous courez partout, en jouant à des jeux stupides en Roumanie, en Moldavie, en essayant d'interdire un parti politique en Allemagne. Et vous voulez que les États-Unis, que ce président reste silencieux? Non. Vous êtes anti-américain par définition. Et voici la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Elle vise à promouvoir les intérêts de sécurité américains. Alors ne soyez pas surpris que nous nous soyons retournés contre l'Europe. C'est un tournant fondamental. Ce n'est pas, vous savez, une petite dispute d'amoureux. Ce n'est pas une querelle qu'on peut dissimuler. C'est quelque chose de fondamental. L'Europe, selon l'administration Trump, est engagée sur une voie menant à l'effacement civilisationnel. Cela signifie que vous disparaissez et que vous le faites vous-même. Nous avons décidé d'essayer de remettre sur la bonne trajectoire ces nations européennes. Pas l'Union européenne, pas la communauté européenne, mais ces nations européennes qui valent la peine d'être sauvées. Mais l'OTAN, c'est fini. J'espère que les gens le comprennent aussi, car l'administration Trump a déclaré qu'il y a aujourd'hui des membres de l'OTAN qui ne reflètent pas les valeurs culturelles et les réalités des nations signataires de la Charte. Et par conséquent, ils sont incompatibles avec ce que nous estimons devoir être défendu au titre de cette Charte. C'est terminé. Fini. C'est la fin. Au revoir. C'est intéressant cependant de voir comment non seulement l'Union européenne, mais les Européens en général, perçoivent souvent les Américains, car c'est profondément humain de se diviser. Qui sommes-nous et qui sont-ils? Le groupe intérieur et le groupe extérieur. Et chaque fois que nous parlons de nous, les Européens, et ensuite les Américains, il y a souvent un langage très péjoratif, comme tu l'as dit, hostile à bien des égards. Mais dès qu'on introduit les Russes, alors les Américains deviennent soudainement partie de nous et sont célébrés. Mais quand il n'y a que nous deux, c'est très étrange, oui. Puis-je simplement vous rappeler, cher public, qui nous sommes? Nous vous avons libérés, bande de salauds. Non, d'accord, nous vous avons libérés. La Russie aussi. La Russie a libéré l'Est, nous avons libéré l'Ouest. Nous avons reconstruit vos misérables derrière. Vous ne seriez pas là aujourd'hui sans nous. Nous ne sommes pas parfaits. Nous n'avons jamais prétendu l'être. Nous sommes Américains. Mais bon sang, nous avons traversé l'océan pour sauver vos misérables derrière. Et nous avons enterré plus de 100 000 Américains en le faisant. Et je veux aussi rappeler aux Allemands une dure réalité. Familiarisez-vous avec l'article 53 de la Charte des Nations Unies. Peu de gens savent ce que c'est, mais c'est l'article qui parle des États ennemis. Et il donne à chaque nation du monde le droit de vous écraser dans la poussière si vous cherchez à renouer avec des politiques agressives qui auraient dû être effacées de votre ADN à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne aujourd'hui parle de construire la plus grande armée et de se préparer à la guerre contre la Russie. Ce sont des politiques agressives. Et je ne pense pas que les Russes aient oublié ce qu'est l'article 53. Et les gars, J.D. Vance et compagnie, ils y regardent aussi. Vous êtes l'ennemi de l'Amérique. Littéralement, vous êtes défini par la Charte des Nations Unies comme un État ennemi. Et quand vous commencez à adopter des politiques agressives, ne soyez pas surpris si ceux qui ont enterré leurs pères, oncles et fils dans la terre d'Europe pour sauver vos misérables derrière décident soudain qu'il est peut-être temps de vous enterrer à la place. C'est fondamental, les gars. L'Europe ferait bien de se réveiller sérieusement, parce que l'Amérique, elle, est en train de se réveiller. Nous en avons assez d'envoyer de l'argent dans votre direction, de vous sauver la mise, pour que vous restiez là à nous cracher au visage. Écoutez, il y a des façons de critiquer l'Amérique. Nous méritons d'être critiqués. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons fait beaucoup d'erreurs et je n'ai aucun problème à ce que les gens nous demandent des comptes. Mais quand vous devez votre existence, même au sang des Américains,
Vous feriez mieux de tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant de dire certaines choses. Sinon, ne soyez pas surpris si nous nous retournons pour vous demander des comptes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes tenus responsables par une génération d'Américains qui en ont assez de jouer le jeu. Nous n'allons plus garantir votre sécurité avec un chèque en blanc et nous ne resterons pas les bras croisés pendant que vous complotez contre nous. Il y a pourtant une comparaison intéressante, car les Russes eux-mêmes commentent souvent cette malhonnêteté. Quand les Européens vont à Moscou, ils parlent de leur sécurité, de leurs aspirations, et ils montrent une certaine compréhension. Oui, oui, non, nous pouvons travailler ensemble. Mais, lorsqu'ils reviennent à Bruxelles, le discours change complètement. C'est un peu comme avec Trump, je suppose. Quand ils le rencontrent, c'est « Oh, merci papa, de nous avoir convaincus de dépenser davantage pour l'armée ». Mais ensuite, bien sûr, une fois de retour à Bruxelles, ils ne cachent pas leur mépris pour lui. C'est donc très faux, leur manière d'aborder la chose. C'est du génie. Oui, mais c'est un aspect intéressant, parce que je pense que tu soulèves un excellent point. Il aurait dû être prévisible que Trump s'identifierait, je suppose, étroitement au Le Pen et à l'AfD, ainsi qu'à la Roumanie, à la Moldavie, à toutes les oppositions essentiellement marginalisées, étant donné qu'il voyait là ce qui lui était arrivé. Mais il y a tout de même un passage, dans la stratégie de sécurité nationale, sur l'intention de cultiver une résistance à cette trajectoire descendante de l'Europe. Comment interprètes-tu cela? Penses-tu qu'il y aura davantage d'efforts pour contester activement l'autorité de personnes comme Merz, Macron et Starmer, et, eh bien, d'autres du même genre? Je le pense. Oui, c'est fini pour Merz. Encore une fois, je veux simplement rappeler au peuple allemand qui te suit que Merz est le dirigeant d'un État ennemi. C'est la réalité. Vous n'avez pas le droit de reconstruire votre armée, pas avec votre histoire. Donc, pour ce qui est de l'histoire de Merz, il est fini. Et les efforts des Allemands pour réprimer la volonté démocratique, la liberté en Allemagne, ne passent pas inaperçus non plus. Vous savez, l'AfD, quoi que l'on pense de l'AfD, un nombre croissant d'Allemands pensent que c'est la direction qu'ils veulent prendre. Nous verrons bien ce qui se passera. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais j'imagine qu'une Allemagne où, si l'on regarde la répartition démographique du soutien, l'AfD est très populaire dans les anciens secteurs de l'Est de l'Allemagne. Peut-être que l'Allemagne ne mérite pas d'être un État unifié. Peut-être que l'avenir de l'Allemagne est d'être un État divisé. Et c'est peut-être la direction que les États-Unis vont commencer à prendre. Encore une fois, Allemagne, méfie-toi. Tu es l'ennemi. Nous ne te permettrons pas de réprimer la démocratie, de restreindre la liberté d'expression et d'exister comme un tout unifié, cherchant à reprendre la voie du Troisième Reich. Cela ne sera pas permis. Et si tu veux aller dans cette direction, souviens-toi que, selon la stratégie de sécurité nationale, nous considérons désormais les Russes comme des partenaires pour la stabilité. Pas des amis. Nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde. Personnellement, je crois que nous pourrions et devrions l'être. Mais Trump n'en est pas encore là. Trump discute. Ils n'ont pas décrit la Russie comme un adversaire ou un ennemi. La Russie était un partenaire pour la stabilité. Par conséquent, tout ce qui cherche à saper cette décision stratégique d'entretenir une relation stable avec la Russie devient l'ennemi. En Allemagne, vous êtes désormais l'ennemi officiel des États-Unis. Habituez-vous à cette idée. La France, c'est pareil. Je veux dire, Macron conspire activement contre les États-Unis en ce moment. Starmer, même chose. Il y a une rumeur qui circule selon laquelle ils envisageraient de se débarrasser de leurs bons du Trésor américain. Jouez le jeu. Vraiment. Vous savez, il y a le vieux dicton « Joue avec le feu et tu verras ». Nous vous écraserons. Nous vous détruirons. Ce sera la fin de l'Europe.
Si vous voulez jouer à ce jeu, nous le ferons, car il n'y a plus d'amour perdu ici. Nous ne vous aimons plus. Nous avons toujours trouvé amusant d'aller en France et de visiter Paris. Nous pensions que c'était cool d'aller en Allemagne et de boire de la bière, vous savez. Et à l'époque, en Allemagne, nous avions des soldats américains qui y vivaient. Ils sont tombés amoureux de femmes allemandes. Ils les ont, vous savez, ramenées chez eux. Nous avons des familles et des enfants issus de relations américano-allemandes. Même chose en Angleterre. Nous avons une longue histoire avec les Britanniques, mais nous avons aussi chassé les Anglais d'Amérique à l'époque, et nous ne croyons pas au roi. Nous ne tolérerons aucune absurdité venant d'Europe. C'est ainsi que les choses vont se passer. Donc, oui, je pense que vous allez voir un rôle très actif des États-Unis à l'avenir pour promouvoir les éléments politiques en Europe qui s'alignent sur nos idéaux et nos valeurs et pour agir activement contre ceux qui conspirent contre nous. Et donc, oui, si vous êtes Starmer, si vous êtes Macron, si vous êtes Merz, soyez prévenus. Vous êtes désormais nos ennemis, parce que vous avez choisi de le devenir. Je repense à février, lors de la conférence sur la sécurité de Munich, quand J.D. Vance a prononcé ce discours. Beaucoup d'Européens ont été un peu pris de court et ont pensé que c'était simplement J.D. Vance qui se défoulait. Je ne crois pas qu'ils aient perçu les fondements plus profonds de la manière dont cette fracture entre les États-Unis et l'Europe est en train de s'élargir. Mais au-delà des menaces de désinvestir des États-Unis, nous avons maintenant l'ancien chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui dit en somme « Pourquoi faisons-nous encore semblant que l'Amérique est une amie? Trump est notre ennemi. Ce train est déjà parti, semble-t-il. Vous avez mentionné plus tôt que l'OTAN, c'est fini. Mais voyez-vous cela à court ou à moyen terme? Eh bien, pas à court terme, mais déjà à moyen terme, car cette rhétorique devient assez mutuellement agressive. Et puis, j'ai vu le titre d'un article de presse, je me souviens plus de quel journal britannique, qui disait que les Européens marchent sur une corde raide. Ils veulent être amicaux avec Trump, mais ils veulent aussi, comme ils disent, aider l'Ukraine. Ce qui signifie en réalité prolonger la guerre et saper l'accord de paix de Trump en convainquant Zelensky de ne pas l'accepter. En d'autres termes, ils veulent dire à papa à quel point il est formidable tout en essayant, en même temps, de saboter ce qu'il fait. Je veux dire, combien de temps cela peut-il durer avant que Trump ne réagisse? Penses-tu que nous verrons une certaine escalade venir de ce côté? Oui, je vois. Vous savez, cela peut très vite devenir incontrôlable, très vite. Ce que je vois se produire, c'est que Trump va utiliser les outils du diviser pour régner. Il y a certains pays européens qui ne peuvent pas se passer des États-Unis. La Pologne ne va pas se détourner des États-Unis. L'Allemagne, elle, a déjà pris la décision stratégique de s'en éloigner. Donc à court terme, je pense que vous allez voir le transfert des actifs d'influence américains de l'Allemagne vers la Pologne ou de retour vers les États-Unis. Je pense que vous allez voir les États-Unis se désengager de l'Allemagne. C'est fondamental, c'est la fin de l'OTAN. Les États-Unis sont déjà, si vous avez remarqué, Marco Rubio n'a pas assisté à la réunion ministérielle de l'OTAN. Marco Rubio didn't attend the NATO ministerial. It's the kiss of death. The other thing that's happening. C'est le baiser de la mort. L'autre chose qui se passe, c'est que nous commençons à nous retirer de certaines des infrastructures fondamentales de l'OTAN. La planification logistique, les communications. L'OTAN ne peut pas organiser un exercice militaire à grande échelle sans la participation des États-Unis. Nous n'allons pas y participer. Nous allons commencer à retirer tout un ensemble de soutiens essentiels à l'OTAN, tout en restant membres de l'OTAN. Nous allons simplement dire aux Européens, c'est à vous de le faire. L'Europe ne peut pas le faire. L'Europe n'a pas l'infrastructure logistique nécessaire pour unifier le continent. Elle n'a pas non plus de cadre de communication capable d'unifier l'Europe. Elle a toujours compté sur les États-Unis pour cela.
forever. And so then as Europe Ainsi, à mesure que l'Europe commence à s'effondrer, le coût du maintien de l'OTAN sans les États-Unis devient prohibitif. Les nations vont se retirer, surtout lorsque les États-Unis leur proposeront des accords de sécurité bilatéraux. C'est cela qui marquera la fin de l'OTAN, lorsque les États-Unis s'éloigneront de la sécurité collective. Et c'est déjà le cas. Scott Ritter a clairement indiqué que si la Russie attaquait l'OTAN, nous n'allions pas intervenir massivement avec des troupes. Nous serions disposés à vous vendre du matériel, peut-être. C'est tout. Bien sûr, c'est tout ce qu'exige l'article 5. Ceux qui pensent qu'il impose automatiquement l'envoi de troupes ne l'ont pas lu attentivement. Mais pour nous, c'est terminé. Nous en arrivons à une situation où, si une nation européenne agit de manière irresponsable et provoque la Russie et que la Russie l'attaque, il n'y aura pas de réponse collective de l'OTAN, parce que l'OTAN ne peut pas réagir collectivement sans les États-Unis. Et nous nous retirons de cela. Nous considérons l'Europe comme une entité irresponsable en ce moment. Je pense donc que vous allez nous voir conclure des accords de sécurité bilatéraux individuels avec certains États européens et nous retirer des arrangements de sécurité avec d'autres. Et c'est la fin de la défense collective, ce qui signifie la fin de l'OTAN. Ça pourrait arriver dès cet été. Donc oui, encore une fois, faites attention à ce que vous souhaitez l'Europe car vous pourriez bien l'obtenir, l'Amérique qui s'éloigne de vous. C'est déjà arrivé. C'est fait. Eh bien, certains développements positifs pourraient en découler. Toutefois, car l'un des problèmes souvent reconnus, du moins par de nombreux universitaires dans les années 1990, était que tous ces pays, les États baltes par exemple, lorsqu'un petit pays partage une frontière avec la gigantesque Russie, ont normalement une incitation systémique à rechercher une certaine réconciliation. Cependant, avec les États-Unis et l'OTAN derrière eux, ils ont pu se permettre le luxe de poursuivre une forme de vengeance historique. En somme, un pays comme l'Estonie, avec 1,5 million d'habitants, adoptant une politique aussi hostile envers la Russie, cela n'a pas vraiment de sens. C'est très suicidaire. Et vous savez, au lieu de les calmer, nous leur avons remis les clés de la voiture en nommant Kallas à la tête de la politique étrangère de l'UEBR, ce qui est une décision extraordinaire. Donc si les États-Unis se montraient plus ambigus quant à l'ampleur de leur aide à l'Europe, cela pourrait peut-être atténuer certains éléments plus radicaux et peut-être que certains Européens redécouvriraient la diplomatie. Mais si vous étiez assis à Moscou en ce moment, en train d'ouvrir ce nouveau document sur la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, comment l'interpréteriez-vous? Qu'est-ce que cela signifierait pour vous? Si je me mets dans la peau d'un Russe hypothétique, la première chose que je dirais, c'est que, vous savez, c'est stratégiquement la bonne direction pour les États-Unis. Une politique étrangère pragmatique et réaliste qui reconnaît enfin que la Russie n'est pas l'ennemi. Il y a bien sûr des éléments dans ce document qui seraient préoccupants pour les Russes. Tout le concept de la doctrine Monroe place la Russie dans une position difficile vis-à-vis de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela, et c'est la même chose avec l'implication de la Chine. Mais dans l'ensemble, c'est la bonne direction. Ensuite, je dirais, eh bien oui, mais en novembre, Trump a les élections de mi-mandat. Trump est-il durable en tant que force politique? Je veux dire, quelle crédibilité voulons-nous accorder à un document qui pourrait être remis en cause, vous savez, en termes de mise en œuvre des politiques après novembre? Si une Chambre des représentants contrôlée par les démocrates devait être investie de pouvoir, alors Trump se retrouverait dans une répétition des 2 dernières années de sa première présidence. Destitution, destitution, destitution. Ce serait la fin de la présidence Trump. Et puis, il n'y a aucune garantie. Vous savez, est-ce que J.D. Vance pourra remplacer Trump?
ça devient problématique. Donc je serai prudent à ce sujet. Ensuite, vous savez, si les républicains ou les républicains pro-Trump parviennent à conserver le contrôle de la Chambre et du Sénat, c'est différent. Mais même dans ce cas, il faut se demander, J.D. Vance est-il éligible? Is J.D. Vance electable? Is Donald Trump just a unique phenomena that Vous savez, Donald Trump est-il simplement un phénomène unique? Et une fois qu'il ne sera plus sur le bulletin de vote, J.D. Vance sera-t-il éligible? Ou allons-nous revenir en arrière? Je dirais que les Russes ne peuvent pas vraiment s'enthousiasmer pour ce document avant 2028. Voyons ce qui se passera alors. À court terme, cependant, je pense que cela montre à la Russie qu'elle est sur la bonne voie en ce qui concerne l'Ukraine. Au lieu que leur réticence à propos d'un cessez-le-feu, etc., aliène l'administration Trump, cela en réalité poussait l'administration Trump à reconnaître de manière pragmatique la réalité russe. Et c'est apparemment ce que Trump a fait. Donc, si j'étais les Russes, je serais prudemment optimiste à propos de ce document. Mais il faut aussi se rappeler que c'est l'administration Trump qui a menti au sujet de la Russie, trichant sur le traité INF et qui s'en est retiré. Trump a menti à propos du JCPOA et s'est également retiré de cet accord. Les États-Unis ne sont pas dignes de confiance. Même avec Trump prenant cette nouvelle direction, je pense que les Russes resteront toujours un peu méfiants, car est-ce la vérité ou simplement un acte à court terme destiné à apaiser une certaine réalité politique? Une fois ces plumes ébouriffées lissées, vous verrez Trump changer de cap à nouveau. Kent, Trump est-il un intellectuel digne de confiance? Les États-Unis sont-ils un intellectuel digne de confiance? Et en ce moment, la réponse en Russie est un non catégorique pour les deux. Oui, je pense que beaucoup se souviennent encore de ce bouton de réinitialisation qui ne signifiait rien. Donc oui, il y a un manque de confiance, bien sûr. Cela signifiait plus que rien, car ce n'était pas simplement une erreur. Le bouton de réinitialisation était une manœuvre. La véritable politique visait un changement de régime. Il ne cherchait pas à rétablir les relations avec la Russie. Il cherchait à empêcher Vladimir Poutine de revenir à la présidence. Il voulait renforcer Medvedev afin qu'il bloque le retour de Poutine. Leur objectif était la chute de Vladimir Poutine et la montée en puissance de Medvedev, dans l'espoir que ce dernier puisse être mis au pas à la manière de Eltsine. Ce n'était donc pas une réinitialisation, c'était une redéfinition. C'était un changement de régime, et les Russes le savent. Ce n'était pas une simple erreur. Il y a une différence entre des gens qui appliquent une mauvaise politique. Je veux dire, tout le monde fait des erreurs, vous savez. Mais là, il s'agissait d'une tromperie de la part des États-Unis, une tromperie pure et simple avec les intentions les plus néfastes. Faire s'effondrer la Russie, telle qu'elle avait émergé sous la direction de Vladimir Poutine, et la ramener à la décennie des années 90. Et c'est profondément insultant pour le peuple russe qui se souvient de ce qu'était la réalité des années 10. Oui, je pense que le jeune public devrait le savoir. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit Dmitri Medvedev, il est très belliqueux. C'est en quelque sorte le pitbull jouant le rôle du méchant flic face à Poutine. Mais je me souviens que lorsque je vivais en Russie, en 2011-2012, beaucoup de Russes considéraient Medvedev comme faible, car comme on le voyait aussi en Occident, il était perçu comme un peu mou, libéral, très pro-occidental, quelqu'un avec qui on pouvait collaborer. Ce qui, je suppose, témoigne de la manière dont la relation a été mal gérée. Si tu vois la fureur et la colère qu'il nourrit désormais envers l'Europe, comment cette stratégie de sécurité nationale se traduit-elle par rapport à la fin de la guerre en Ukraine?
Que ferais-tu si tu étais Zelensky en train de lire ce document? Car il semble bien que les États-Unis soient désormais prêts à se laver complètement les mains de l'Ukraine. Bien sûr, comme tu l'as dit, cela pourrait n'être qu'un moyen de faire pression. Mais en supposant que cela reflète réellement les idées du gouvernement Trump, comment penses-tu que cela affecterait le gouvernement de Zelensky? How would you think that this would impact Zelensky's government? Fatally. Fatalement, This is the end of Zelensky. c'est la fin de Zelensky. Il ne peut pas survivre sans le soutien américain. Il se passe ou il est sur le point de se passer certaines choses cruciales en Ukraine qui sont liées au budget. Et vous savez, si l'Ukraine ne trouve pas un moyen d'obtenir, disons, entre 120 et 150 milliards de dollars à court terme, il y aura une crise politique d'une ampleur existentielle que Zelensky pourrait ne pas surmonter. Donc dès le départ, vous avez cette réalité économique qui devient une réalité politique. Ajoutez à cela le fait que l'armée ukrainienne est en train d'être mise en déroute sur le champ de bataille. Chaque jour, la situation empire, et cela ne va pas changer. Every day gets worse, and it's not going to change. It's not going to reverse. Ça ne va pas s'inverser. Vous savez, Zelensky, au lieu de faire la chose intelligente, c'est-à-dire aller voir Trump et lui dire « Pardonne-moi, papa, le fils prodigue est de retour, et je suis là pour faire tout ce que papa veut afin que cette guerre disparaisse », s'aligne plutôt avec les Européens, ces mêmes personnes contre lesquelles Trump vient de déclarer la guerre dans son document de stratégie de sécurité nationale. Et tout ce que font les Européens, en continuant de soutenir Zelensky, c'est de prouver que Trump a raison. Ils se moquent des choses qui importent à l'Amérique. Nous ne voulons pas plus de guerre avec la Russie. Nous voulons des relations stables avec la Russie. Et pourtant, l'Europe devient hostile, une sorte de collectif belliciste. Et Zelensky semble s'aligner pleinement sur cette position, rejetant catégoriquement certaines des principales exigences formulées dans le plan de paix proposé par Trump. Je ne pense pas que cela le rende plus sympathique à Trump. Je crois que les États-Unis vont progressivement rompre leurs liens avec Zelensky et, ce faisant, donner aux Russes les moyens de poursuivre leur avancée militaire sans être entravés par une ingérence politique ou économique américaine. Vous allez également constater que l'Europe ne peut pas tenir ses promesses, que tout ce qu'elle dit sur le soutien à l'Ukraine est vide de sens, car en fin de compte, l'Europe ne peut rien faire de fondamentalement utile sans le soutien des États-Unis. Et nous ne soutiendrons pas les politiques européennes qui continuent de prôner, vous savez, une guerre sans fin avec la Russie. Oui, ça ressemble un peu à ce que l'ancien attaché de presse de Zelensky a dit aussi. En gros, pourquoi laissons-nous les Européens nous convaincre de continuer? Ils n'ont pas les armes, ils n'ont pas l'intention de participer, ils n'ont pas l'économie, et ils n'ont même pas le poids politique. Ils ne parlent pas aux Russes. Donc, eh bien, pas seulement elle, il y en a d'autres en Ukraine aussi, qui se demandent pourquoi suivre les Européens là-dessus. Parce que ce n'est pas de l'aide si on les laisse simplement prolonger la guerre sans aucune perspective de succès. Maintenant, tu as mentionné l'Amérique. C'est la doctrine Monroe, ce qui est logique. S'il s'agit d'un monde multipolaire et que la Chine est en pleine ascension, vous voulez au moins consolider le contrôle de votre propre arrière-cour. Donc, bien sûr, cela aura des conséquences malheureuses pour des pays comme le Venezuela. Mais le dernier pays, cependant, c'est la Chine. Comment évaluez-vous cela? Parce que d'un côté, il semble que Trump adopte une approche très belliqueuse envers la Chine. D'un autre côté, il n'est pas vraiment idéologique, ce qui est souvent, je suppose, un bon signe. Si vous voyez tout comme une lutte entre les forces de la lumière et celles des ténèbres, alors cela ne fera que se heurter sans fin. Il n'y aura ni solution, ni compromis. Ou bien, lisez-vous les sections sur la Chine dans la stratégie de sécurité d'une manière différente.
Chinese portion, Je pense que dans la partie sur la Chine, Trump s'est un peu emballé. Il parle de ce qu'ils appellent une supériorité conventionnelle en matière de capacité militaire et que cela servirait de dissuasion ultime contre la Chine. C'est une déclaration importante car cela signifie que les États-Unis ne comptent pas sur leur dissuasion nucléaire pour dissuader la Chine. On parle ici de puissance militaire conventionnelle. Mais quand je regarde le nombre de navires que l'Amérique produit chaque année dans ses chantiers navals et que je le compare à celui que la Chine produit dans les siens, je me demande simplement comment nous sommes censés atteindre une supériorité militaire conventionnelle alors que les Chinois peuvent se développer de manière exponentiellement plus rapide que nous. Je pense qu'il y aura beaucoup de posturements, du genre la paix par la force. Mais en réalité, c'est une situation qui se résoudra sur le plan économique. Vous savez, l'état de santé de l'économie mondiale influencera largement la manière dont Trump se positionnera vis-à-vis de la Chine. Je pense qu'il y a une prise de conscience, à la lecture de la stratégie de sécurité nationale, que les économies américaines et chinoises sont imbriquées à un point tel qu'une guerre commerciale est irréaliste et qu'une véritable guerre serait suicidaire. Donc je suis d'accord. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mots forts dans ce document. Mais, vous savez, le prochain document à produire dans ce cycle de documents est, je crois que c'est la stratégie militaire nationale des États-Unis, publiée par le département de la Défense ou de la guerre, selon la manière dont on voit les choses. Vous savez, ce document définira les priorités militaires qui en découlent. Il sera intéressant de voir comment l'armée répartira ses ressources et établira ses priorités pour leur emploi dans le Pacifique, ce qui sera précisément demandé aux forces armées. Et l'armée pourra-t-elle mobiliser ses ressources en temps voulu, ou parle-t-on d'une période prolongée? L'Europe, le désengagement de l'Europe. Quelles ressources seront allouées à la défense du territoire national, de l'Europe, vous savez, de l'hémisphère occidental? La prochaine étape consiste à découvrir comment ce document se traduira en termes de politique de suivi. Et c'est la même chose pour la politique nucléaire. Nous devons voir comment elle va se structurer. Ma dernière question, cependant, est de savoir comment vous percevez les possibles désengagements parmi les États européens. Vous avez mentionné que soit l'UE, soit l'Europe est désormais considérée comme un ennemi. Eh bien, cela ne semble pas vraiment être une exagération. Encore une fois, j'encourage les gens à lire ce document, où les dirigeants européens sont décrits comme autoritaires, antidémocratiques, écrasant essentiellement l'opposition politique, les médias et la dissidence. Et lorsque l'on ajoute l'aspect consistant à chercher à cultiver une opposition pour renverser tout cela, cela donne effectivement l'impression, oui, que nous ne parlons plus seulement d'un éloignement progressif, mais d'une confrontation possible. Mais l'Europe, peu importe à quel point nous en parlons comme d'une entité, vous savez, l'UE elle-même compte 27 États membres. Et pour certains, comme la Hongrie, ils subissent une forte pression et sont souvent sanctionnés par l'UE, par les Allemands. Il va donc y avoir quelques désistements. Vous avez mentionné la Pologne. Bien sûr, ils ont de bonnes raisons. Ils veulent avoir l'Amérique de leur côté. Eh bien, ils favoriseront l'Amérique plutôt que, par exemple, les Allemands. Mais comment voyez-vous ce conflit entre l'Union européenne et les États-Unis? Selon vous, comment cela affecterait-il la cohésion de l'Europe? Parce que ce n'est pas comme si tous les pays européens allaient se lever et dire « Allons, désinvestissons de l'Amérique, restons unis ». Vous savez, nous semblons capables de nous unir autour d'une haine commune de la Russie. Mais même là, nous semblons nous diviser un peu, avec Fico, Orban et d'autres qui suivent leur propre voie. Mais s'unir d'une manière ou d'une autre contre l'Amérique, comme l'a suggéré l'ancien chef de la diplomatie de l'UE,
ne semble pas très probable. Suggested, it doesn't seem likely. No, again, if Europe tries to do this, Non, encore une fois, si l'Europe essaie de faire cela, ce sera la fin de l'Europe. as you said, Parce que, comme vous l'avez dit, il n'y aura pas de consensus. Les nations se détacheront, il y aura différentes opinions, et les États-Unis exploiteront toutes ces divisions. Nous les exploiterons au détriment de l'Europe. Ce qui se passera, c'est que l'Europe se fracturera selon plusieurs lignes de faille, et les États-Unis se chargeront de choisir leurs amis et leurs ennemis. Tout dépendra du côté de la barrière sur lequel vous déciderez de vous placer. Mais je peux vous garantir une chose, si vous choisissez d'aller contre l'Amérique, vous le ferez à vos propres dépens. Il n'existe pas une seule nation européenne capable d'affronter les États-Unis de manière décisive et d'en sortir victorieuse. Tout gouvernement qui essaierait ne survivrait tout simplement pas. Nous sommes très doués pour le changement de régime. C'est ce que nous faisons. Et si vous pensez que nous ne pouvons pas viser des pays européens, alors vous ne connaissez pas bien notre histoire en Europe. Demandez aux Français, demandez aux Italiens, demandez aux Allemands, demandez à n'importe qui. L'histoire de l'ingérence américaine, à la fois secrète et ouverte, dans les processus démocratiques européens, est longue et bien documentée. Et nous serions plus qu'heureux de recommencer. Chacune de vos capitales possède une ambassade américaine, et vous avez permis aux États-Unis d'y installer de très grandes stations de la CIA. Que pensez-vous qu'ils sont là pour faire? Se tenir la main et chanter Kumbaya? Être vos amis? Non, ils sont là pour mettre en œuvre les directives politiques qui leur sont données par le président des États-Unis. Et l'une des principales choses qu'ils font, c'est l'action politique. Ils saperont activement tout gouvernement qui oserait exprimer une opposition à Donald Trump et au gouvernement des États-Unis. Donc c'est fini. Vous avez choisi le mauvais ennemi. Nous ne sommes pas des étrangers qui ne savent rien de vous. Nous vous avons construit. Nous vous avons créé. Nous vous avons vêtu. Nous vous avons nourri. Nous vous avons appris à ramper, à marcher, à courir, à parler. Il n'existe aucun aspect de la société européenne que nous ne connaissions intimement et que nous ne contrôlions pas, directement ou indirectement. Vous avez choisi le mauvais ennemi. Vous n'avez aucune capacité d'influencer les États-Unis, tandis que nous avons toutes les opportunités d'influencer l'Europe. Ce n'est pas un combat que vous voulez mener, mais si vous décidez de le mener, le résultat est garanti. Vous perdrez. Et la défaite ne sera pas belle, car nous vous ferons tomber. Nous vous ferons tomber politiquement. Et si vous voulez jouer à un jeu plus dur, nous vous ferons tomber économiquement. Nous serons la ruine de l'Europe si c'est le jeu que l'Europe veut jouer. Oui, je me souviens avoir eu une discussion avec Richard Sakwa et d'autres universitaires dans ce podcast il y a environ 6 mois. Et vous savez, c'était plutôt une question hypothétique, savoir si l'Occident politique pourrait toucher à sa fin. Mais oui, il est très difficile d'interpréter cela autrement si l'on regarde le sentiment actuel des deux côtés. Je ne suis pas sûr de ce que vous imaginez pour remplacer l'Occident politique. Allons-nous assister à une redéfinition de la relation, à un divorce à l'amiable? Parce que nous, Européens, sommes devenus très dépendants des technologies, des industries, des systèmes de paiement, des banques et des dispositifs de sécurité américains. Si vous êtes l'adversaire, que ce soit la Chine ou la Russie, vous avez tout intérêt à développer une grande autonomie stratégique. Mais après 80 ans de relations aussi étroites, nous nous sommes rendus profondément dépendants. Donc, aller aussi frontalement contre les États-Unis maintenant semble être une erreur. Il faudrait au moins 10 ou 20 ans pour construire une certaine indépendance avant de tenter un tel mouvement, à mon avis. Écoutez,
Les États-Unis ont clairement indiqué que leur priorité absolue est la sécurité dans l'hémisphère occidental, et l'Europe ne fait pas partie de l'hémisphère occidental. Vous êtes une priorité de troisième ordre, et nous vous percevons de manière négative dans cette stratégie de sécurité nationale. Vous êtes, à bien des égards, l'ennemi. Dans la mesure où l'Europe sera à nouveau liée à l'Amérique, il y aura les privilégiés et les laissés pour compte. Mais les privilégiés, ceux qui seront sous notre protection, je pense que l'avenir de l'Europe est de devenir une entreprise quasi coloniale des États-Unis. Nous chercherons à diviser pour régner et nous placerons certaines nations sous notre protection. Mais ce ne sera pas une relation favorable. On attendra de vous que vous souteniez le dollar afin de contribuer à maintenir sa pertinence à l'échelle mondiale. Et cela signifie que nous chercherons soit à réduire l'impact mondial de l'euro, soit à détruire complètement l'euro et à contraindre les États-nations à revenir à leur monnaie nationale. Pour de nombreux Européens, c'est impensable. Tout ce qu'ils connaissent, c'est l'euro. Tout ce qu'ils connaissent, c'est le modèle de monnaie unifiée. Mais vous savez, ce modèle ne peut pas exister dans une Europe fracturée. Et nous avons aujourd'hui une Europe profondément divisée. Une fois que les États-Unis commenceront à isoler certains États-nations, je pense que c'est ce que vous verrez. L'Europe deviendra un continent profondément divisé, avec des nantis et des démunis. Et vous savez, les nations qui resteront aux côtés des États-Unis, vous ne serez pas des amis ni des égaux. Vous serez des sujets coloniaux, existants pour aider à promouvoir et à renforcer l'Empire américain. Parce que nous sommes en train de devenir un empire. Nous sommes un empire de l'hémisphère occidental. Où pensez-vous que se trouve la doctrine Monroe? Elle revient essentiellement à revendiquer toute une région comme étant sous contrôle américain, dominée par les États-Unis, une sous-partie de l'Amérique. Que nous réussissions ou non, ou même que nous méritions de réussir ou non, ce n'est pas la question. Je ne suis pas pour cela. Je veux dire, je sais que beaucoup d'Européens vont probablement se fâcher contre moi pour ce que je dis, mais je ne suis pas pour cela. Je suis pour de bonnes relations entre les États-Unis et l'Europe. J'aimerais retrouver la relation que nous avions dans les années 1970 et 1980. C'était l'idéal. Mais l'Europe a décidé de suivre une autre voie, et je vous dis simplement en toute honnêteté, quel sera selon moi le prix de ces décisions? Que les choses ne vont pas continuer comme avant. C'est la devise classique du « joue avec le feu et tu verras ». Et vous savez, les États-Unis accueilleront ceux qui servent nos intérêts, mais nous ne sommes pas là pour servir les vôtres. C'est une situation très triste. Je ne veux pas que les États-Unis envahissent le Venezuela. Je ne veux pas que nous intimidions le Pérou. Je ne veux pas que nous cherchions à provoquer l'éclatement du Canada. Je ne veux pas que nous occupions illégalement le Groenland ou le canal de Panama. Je ne soutiens rien de tout cela, mais je dis simplement, en tant qu'analyste, que c'est la réalité de l'Amérique telle qu'elle se présente. Et elle va probablement s'imposer, car rien dans cet hémisphère ne peut nous arrêter. Et l'Europe ne survivra probablement pas à cela dans sa forme actuelle. Le siècle à venir sera probablement mauvais pour l'Europe. Oui, j'ai écrit un livre en 2020, donc il y a 5 ans, intitulé « L'Europe comme péninsule occidentale de la Grande Eurasie », dans lequel j'expliquais qu'à mesure que le monde devient multipolaire, les États-Unis ont tout intérêt à se concentrer sur d'autres régions du monde, l'Asie et les Amériques. Et le dilemme pour l'Europe était soit, vous savez, faire tout ce qu'elle peut pour garder l'Amérique ici en renonçant à ses intérêts nationaux et en devenant subordonnée, soit à l'inverse, se diversifier, c'est-à-dire maintenir de bonnes relations avec les États-Unis, mais aussi s'intégrer davantage dans le cadre eurasien. Mais ensuite, vous savez, il faut mettre fin aux divisions en Europe, faire la paix avec les Russes
et arrêter cette hostilité russophobe. Sinon, vous allez vous retrouver dans une situation où vous combattez les Russes pendant que les Américains vous considèrent comme un fardeau et vous disent adieu. Je veux dire, il semble que chaque choix que nous ayons fait ait été le pire possible. C'est assez déprimant. Vous savez, je n'aime pas avoir raison. C'est vraiment déprimant de voir cela se produire maintenant. Quoi qu'il en soit, alors que nos pays deviennent de plus en plus hostiles les uns envers les autres, j'espère qu'il y aura une sorte de fin heureuse à tout cela. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Eh bien, merci de m'avoir invité.